Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 17 juin. Toute l'actualité près de chez vous, invités, rencontres, reportages, décryptages, votre météo à venir et cette nouvelle opération de sensibilisation à la noyade, plage du Larvoto, avec ce matin plusieurs ateliers mis en place par la Fondation de la Princesse Charlène à l'occasion des Safety Days et cet objectif constant de prévenir les noyades et sensibiliser les jeunes à la sécurité aquatique. Une nouvelle exposition à partir de jeudi prochain à la Villa Paloma consacrée à Coco Chanel et sa période très créative au tout début des années 1920. La conservatrice en chef au nouveau Musée national de Monaco et commissaire de cette exposition, Célia Bernasconi, nous présentera donc cette dernière création. Tous les clients utilisant une boîte mail avec une adresse qui se termine par monaco.mc ou encore libello.com doivent absolument s'assurer que leur messagerie est correctement paramétrée. En effet, au-delà du 15 septembre, si cette vérification n'est pas effectuée, les utilisateurs ne pourront plus envoyer de messages, plus de mails. Toutes les explications dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur cette présentation mondiale à Paris, au Salon du Bourget, d'un nouveau rover imaginé et construit par les équipes de Venturi Space. Son nom, Mona Luna, que nous présentera Antonio Delfino, le directeur des affaires spatiales de l'entreprise monégasque créée par Gildo Pastor et dont la mission débutera sur la Lune en 2030. Sans oublier ce soir, le lancement de la saison de théâtre au Fort Antoine et la suite de la 64e édition du Festival de télévision de Monaco, avec, avant la remise des célèbres nymphes, un coup de projecteur sur le travail studieux des jurys d'exception. Avant leur départ pour le Japon, pour retrouver la délégation monégasque au cœur de l'exposition universelle d'Osaka, l'orchestre des Carabiniers du Prince était ce matin au Stade Louis II pour une répétition de la prestation qu'ils donneront à l'occasion de la Journée nationale de Monaco le 28 juin prochain sur le pavillon monégasque qui a ouvert ses portes le 13 avril dernier à Osaka. Sur la plage du Larvoto, ce matin, plusieurs ateliers ont été mis en place par la Fondation de la Princesse Charlène à l'occasion des Safety Days. L'objectif, encore et toujours, est de prévenir les noyades et de sensibiliser les jeunes à la sécurité aquatique. Voici le reportage de Marie Bonnet-Blanc, accompagnée de Lionel Bernardi. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Apprendre les gestes de premier secours, réaliser un sauvetage en bouée, découvrir la signalétique des plages, les enfants ressortent de cette matinée le sourire aux lèvres tout en étant maintenant alertés sur les dangers. Elles sont utiles parce que plus on apprend jeune, mieux c'est. Et puis au moins plus tard, si on s'en rappellera, j'espère, on pourra sauver des gens si ça nous arrive un jour. J'ai appris comment sauver une personne, comment tous les dangers, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La Fondation Princesse Charlène œuvre depuis 10 ans afin d'effectuer de la prévention et de l'engagement éducatif auprès des jeunes. Il y a toujours des gens qui ne sont pas informés, des parents aussi, donc on essaye d'être en complément de faire des films, des publicités qui rappellent les dangers de la noyade parce qu'il suffit de peu d'inattention pour qu'un drame arrive. Et malheureusement, c'est irrémédiable. Et ces enfants, ils sont là aussi pour être vecteurs et de ramener les informations auprès de leur famille. Et c'est aussi des petits ambassadeurs. Des ambassadeurs, il y en avait beaucoup ce matin. De nombreux sportifs monégasques étaient également présents. Cet événement leur rappelle leur univers. Il y a des belles valeurs autour du sport déjà en général, mais voilà, autour du dépassement de soi, de la solidarité, être tous ensemble. Donc voilà, c'est une super journée et j'espère que les jeunes prennent du plaisir à être là aussi, quoi. Cette matinée s'est terminée avec une course des ambassadeurs pour le plus grand plaisir des jeunes collégiens. Et en ce mois de juin, la mairie de son côté organise plusieurs remises de prix, comme en fin de semaine dernière avec les médailles du sport. Et ce lundi soir, se déroulait dans la cour d'honneur de la mairie la traditionnelle cérémonie de remise des prix, cette fois du concours de langue monégasque en présence du souverain. Retour sur cette soirée de récompense avec Fabien Bonnier. La soirée a débuté comme à chaque fois par l'hymne monégasque interprété par la chorale Oucantine d'Aroca qui fête ses 30 ans d'existence.
Au total, cette année, 1911 élèves scolarisés du CM2 à la terminale ont pris part aux épreuves écrites du concours. Et lors de cette remise des prix, 68 participants à l'épreuve orale ont été récompensés. Une soirée en présence notamment du souverain et de sa petite cousine Mélanie-Antoinette de Massy. Entre les différentes remises de prix, une scénette a été jouée en monégasque par des élèves. Ghe pas de problema. Cosa posso crea? Ciaciarota, parla da receita da fugaça. Daghe, bugia cu tempo voa. Come si maleduca un poco de respect, ou non? Ce concours, ça ranime la langue monégasque, ça nous permet de la reparler de nouveau. La langue monégasque, c'est un art que pas tous les gens dans le monde connaissent et donc ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'unique. Représenter la langue monégasque, c'est un honneur parce que c'est une langue qu'il ne faut absolument pas laisser mourir comme le latin ou d'autres langues. Ça nous pousse aussi à apprendre le monégasque et du coup c'est important même pour ce pays. Pour moi, c'est important d'être ici ce soir parce qu'on transmet la langue monégasque. C'est quand même une partie importante de notre culture et de nos origines et ça fait partie de l'identité du pays. Donc c'est important de la faire perdurer puisque peu de personnes la parlent aujourd'hui. Organisé conjointement par la mairie de Monaco, la DENJS et le Comité national des traditions monégasques, cet examen s'inscrit dans la volonté de préserver le patrimoine linguistique monégasque. Et cette année, une particularité, une chaîne de télévision corse a assisté à cette cérémonie afin de réaliser un documentaire. Bonifacio est resté 6 siècles génois et donc a développé une petite langue qui est toujours parlée aujourd'hui mais qui tend à s'éroder. Donc le but c'est de retrouver un petit peu de sens, de retrouver un petit peu de réseau parmi les ligurophones de Méditerranée. Donc nous sommes allés à Gênes, nous sommes allés à Carloforte et en Sardaigne et là aujourd'hui nous sommes intéressés par Monaco et sa langue tout simplement. Mais en même temps entendre des expressions que l'on retrouve ici ou figlio da gallina gianca ou tempo che Berta filava et ces expressions qu'on retrouve à Bonifacio, ben, ça nous donne tout simplement une dimension internationale et à tout le moins méditerranéenne qui est très agréable. 68 élèves primés cette année. Pour les féliciter et les encourager à faire perdurer cette langue monégasque afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, cela mérite bien qu'on leur laisse le mot de la fin. Buonasera, je suis Monaco Info. La 9e édition du festival de street art You Paint sur la promenade du Larvoto avec la visite du prince Albert II. Un festival d'art créatif où pas moins de 12 artistes ont fait parler leur imagination pour créer des œuvres autour d'un thème qui nous est tous très cher, celui des océans. C'est à partir de jeudi que débutera la toute nouvelle exposition du nouveau musée national monégasque à la Villa Paloma et baptisée Les années folles de Coco Chanel qui avait elle-même tenu boutique à Monaco juste avant les années 20 d'un autre siècle. Avec nous ce soir, la conservatrice en chef au NMM et commissaire de l'exposition, Célia Bernasconi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Quelque part, c'est une évidence cette exposition pour cette amoureuse de la Riviera, de la Côte d'Azur et plus particulièrement de la Principauté de Monaco. C'était une évidence de lui consacrer une exposition ici à Monaco. Et en effet, ce sujet particulier de Coco Chanel sur la Côte d'Azur et à Monaco en particulier n'avait pas été abordé jusqu'à présent, ce qui est une chance. Le contexte, ce sont, on l'a bien compris, les années 20, les 3 grands axes de cette exposition alors. Oui, nous nous sommes consacrés aux années 20, aux années folles, qui sont en fait une décennie assez exceptionnelle pour Coco Chanel. C'est vraiment le moment où tout se met en place, de sa ligne, de cette allure Chanel, son travail sur les matériaux souples, la création du sportswear, jusqu'à les influences russes, qui sont très caractéristiques de cette décennie-là, mais aussi la création des parfums, toujours sur la Côte d'Azur, à Grasse, et puis évidemment la Pausa, cette villa qu'elle décide de construire à Roquebrune-Cap-Martin. Sous quelle forme se présente finalement cette exposition? Que va-t-on pouvoir admirer, contempler sur place? Le parcours de l'exposition n'est pas chronologique mais thématique. Il se déploie sur les 3 étages de la Villa Paloma. Le premier chapitre de cette exposition, c'est la vie au plein air. C'est vraiment cette histoire du développement des stations balnéaires au début du XXe siècle. Et en fait, cette vie en plein air, elle va guider Coco Chanel dans la création d'une garde-robe spécifique qui soit adaptée aux nouveaux loisirs de la femme moderne. Et ensuite, elle développe ces différentes boutiques. La deuxième à Monte-Carlo, au sein
sein de l'hôtel Hermitage, ce que nous présentons ici dans l'exposition. Et puis, nous développons ensuite le parcours autour de l'influence slave, donc cette grande rencontre majeure pour Coco Chanel avec Serge Diaghilev et tous les artistes, notamment les artistes féminines qui ont beaucoup travaillé autour des ballets russes, qui vont inspirer à Chanel la collection russe de 1922. Et enfin, le dernier chapitre de ce parcours, c'est ce que l'on a appelé le style Riviera. Plus qu'un style vestimentaire, c'est peut-être le style de vie qu'elle adopte à La Pausa, cette maison dont elle fait son refuge à la fin des années 20, à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques kilomètres d'ici. Et cette fin du parcours, ce style Riviera, c'est aussi l'évocation de la création de ces parfums à Grasse, du fameux numéro 5 en 1921. Et puis, l'autre côté de cette vie sur la Côte d'Azur, ce sont aussi les soirées, les grands bals auxquels participe Gabrielle Chanel et ses clientes sur la Côte d'Azur. Et donc, c'est une salle qui est consacrée vraiment aux robes du soir. Donc, on commence avec l'invention du sportswear dans les années 10 et l'exposition se termine vraiment avec une salle un peu feu d'artifice qui présente ces robes brodées de perles et de paillettes. On peut quand même rappeler le lien très fort qui unit Gabrielle, Coco Chanel et Monaco. Alors une salle du parcours est consacrée à Monte-Carlo, donc c'est vraiment une mise en contexte du Monaco des années 1910 et 1920 à travers de nombreuses archives photographiques, mais aussi des revues ou des albums de caricatures de Sem, le grand dessinateur. Et puis, à l'occasion de cette exposition, nous avons pu réunir des archives exceptionnelles qui montrent la création par Gabrielle Chanel de sa boutique à l'hôtel Hermitage en 1914, qui est donc sa deuxième boutique de mode après Deauville, ce qui est réellement important, ce qui place la principauté vraiment dans cette cartographie de la première décennie d'existence de Gabrielle Chanel. Et c'était quand même, il faut le rappeler, une couturière d'avant-garde qui cassait tous les codes. Et ce qui est étonnant, c'est de constater que la principauté de Monaco adopte assez rapidement cette nouvelle mode et cette nouvelle silhouette, et y compris la jeune princesse Charlotte, qui a une vingtaine d'années et qui se marie en 1920 en tenue Chanel. Ça, c'est une découverte que nous avons pu faire à l'occasion de l'exposition. Merci à vous et bonne soirée, Célia Bernasconi. Merci beaucoup, au revoir. Et sur place, Gaëtan Lebrun, en compagnie d'Alexandra Marangoni, en a profité pour découvrir tous les étages de cette création. L'exposition Coco Chanel, répartie en 3 étages, vous propose bien sûr les œuvres d'une visionnaire qui a révolutionné les codes de la mode à travers ses créations, mais pas que. Vous pourrez aussi retrouver Chloé Royer, célèbre sculptrice, qui, tout comme Gabrielle Chanel, libère le corps féminin grâce à des créations uniques. Je travaille beaucoup la représentation du corps féminin en sculpture, sur des questions aussi d'équilibre. C'est des sculptures qui sont perchées sur des talons aiguilles et qui deviennent en fait des béquilles. Mais voilà, on peut y interpréter plein de sortes de choses, mais à la base, c'est des mannequins, des jambes mannequins. Et au 2e étage, on a une vidéo qui s'appelle Lemb, qui est une danseuse qui se mouvoie devant un miroir déformant, et nous, on vient en fait prendre l'image dans ce miroir. Donc c'est juste pour moi comme une étude de corps, ou presque une étude d'une prochaine sculpture. Et ici, donc c'est une salle qui a été faite pour cette exposition. Donc il y a toujours en fait cette idée de plusieurs images qu'on peut mettre et du coup vraiment de la métamorphose en fait entre plusieurs significations, entre un corps et un objet ou un animal, enfin entre le vivant en général. Plusieurs salles à chaque étage lui sont consacrées au sein de cette exposition que vous pourrez découvrir du 19 juin au 5 octobre.
On va s'intéresser maintenant, dans ce journal, à votre quotidien. Vous avez très certainement déjà reçu des mails frauduleux où l'on vous demande de changer votre mot de passe, où l'on vous écrit que la police vous recherche et l'on vous demande également par la suite de cliquer sur un lien. Eh bien, face à la recrudescence des attaques de phishing, c'est le nom, et aux risques qui y sont liés, Monaco Télécom et l'agence monégasque de sécurité numérique renforcent cette sécurité de ses serveurs, les serveurs d'envoi et de réception. Tous les clients utilisant une boîte mail qui se termine en monaco.mc ou en libello.com doivent s'assurer que leur messagerie est correctement paramétrée. En effet, au-delà du 15 septembre, si cette vérification n'est pas effectuée et si la messagerie n'est pas correctement configurée, les utilisateurs ne pourront plus envoyer d'email. Je vous propose d'écouter à ce sujet Frédéric Fautrier, le directeur de l'agence monégasque de sécurité numérique, et Martin Perronnet, directeur général de Monaco Télécom. On a deux cas bien précis. Le premier, c'est une campagne qui incitait les gens à aller se présenter à la sûreté publique. Une deuxième campagne sur celle de juin qui, elle, incitait les gens à cliquer sur un lien pour changer son mot de passe sur le site de Monaco Télécom. Et là, c'est beaucoup plus piégeux. On risque tout simplement de se faire pirater sa boîte aux lettres d'une part, mais aussi de perdre tout un tas de données qui nous sont chères, que ce soit des comptes bancaires, des mots de passe et toutes les correspondances qu'on peut avoir dans notre messagerie. Je pense qu'il faut réagir. C'est vrai qu'il faut qu'on soit chacun acteur de notre propre vie numérique. C'est obligatoire maintenant. D'accord ? Donc ça, c'est un point qu'il faut qu'on ait tous bien en tête. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, à chaque fois qu'on reçoit un mail, même si c'est un mail qui a marqué, par exemple, Monaco Télécom, il faut bien s'assurer que l'expéditeur du mail, l'adresse de l'expéditeur du mail, soit une adresse en @monaco-telecom.mc, exactement orthographiée comme ça. Deuxième chose, il ne faut plus se faire pirater. Donc, sa boîte mail. Pourquoi ? Et donc, là-dessus, c'est clair, les mots de passe qui datent de Mathusalem, qui sont en quelques lettres, qui sont extrêmement simples, eh ben, il faut arrêter avec ça. Donc il faut arrêter avec ça. Donc vous prenez un gestionnaire de mots de passe, vous mettez des mots de passe très compliqués, et puis vous les changez régulièrement. Et pour paramétrer votre adresse mail, un mail avec le lien justement va vous être envoyé dans les jours à venir par Monaco Télécom. En cas de difficulté, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller de la maison du numérique ou contacter le service client de Monaco Télécom. Avant le 15 septembre, mettez à jour les réglages de votre messagerie pour éviter toute coupure. Vous utilisez une adresse mail en @libello.com ou @monaco.mc? Cette opération vous concerne. Si vous consultez vos mails uniquement via notre webmail, votre messagerie est déjà correctement configurée. Aucune action n'est nécessaire. Attention, si votre messagerie n'est pas correctement configurée avant le 15 septembre, vous ne pourrez plus envoyer d'email. Pas de panique, nous vous guidons pas à pas pour vérifier les réglages de votre messagerie sur chacun de vos appareils. Choisissez votre appareil, sélectionnez votre logiciel de messagerie, puis suivez le tutoriel adapté. Il vous guide étape par étape pour sécuriser votre boîte mail. Bon serveur ? Bon port, sécurité activée et c'est configuré. Vous avez terminé ? Besoin de vérifier votre configuration ? Lancez Check, l'outil qui vous dit si votre boîte mail est bien configurée. Visitez la page monaco-telecom.mc/config dès maintenant et vérifiez si votre logiciel de messagerie est bien configuré avant le 15 septembre. On vous en parlait dès hier, à l'occasion de l'ouverture du salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget au nord de Paris. Une première mondiale a eu lieu au pavillon de l'entreprise monégasque chère à Gildo Pastor, Venturi Space, avec l'annonce de l'arrivée d'un nouveau rover lunaire chez Venturi, Monaco Luna, que nous présente Antonio Delfino, le directeur et cofondateur de Venturi Lab. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nouvelle arrivée, on le disait, première mondiale hier au Bourget, de ce petit robot, j'adore le nom. Quelle est la mission, quelle sera la mission très prochainement de Mona Luna? Alors, Mona Luna n'est pas un petit rover, il fait 750 kg exactement il peut transporter une charge utile de 150 kg. Donc, il a deux fonctions premières. La première, c'est de passer une nuit lunaire
C'est pas facile sur la Lune. Comme vous le savez, les températures varient entre moins 240 et plus 120 degrés. Donc, passer une nuit lunaire sur la Lune n'est pas évident. Donc, il faut stocker pas mal d'énergie. Ça, c'est la première fonction. La deuxième, c'est la mobilité étendue. Donc, grâce à des roues hyper déformables qu'on a dévoilées depuis un moment, on peut étendre sa mobilité et passer à des endroits très difficiles. Je disais petit parce que petit nouveau aussi, on se souvient de Flix and Flex qui ont les mêmes roues, hein, quelque part, déjà qui sont les aînés de Mauna Luna. Juste, les roues sont les mêmes. Donc, Mauna Luna a un poids beaucoup plus important que le Flip. Le Flip a un poids de 483 kg exactement. On n'avait pas droit à un kilo de plus pour l'envoyer sur la Lune d'ici quelques mois, comme vous le savez. Oui. Mais ils ont les mêmes roues. Donc, la même motricité, la même mobilité. L'objectif pour Mauna Luna, c'est d'aller sur la Lune. On a dit 2026 pour Flip Flex. Et pour Mauna Luna, ce sera plutôt 2030 ? Juste, c'est en fait on pousse énormément pour avoir, on va dire, une collaboration très forte avec l'Agence spatiale européenne. On est soutenu par eux, on est soutenu aussi par le CNES, et le but c'est d'avoir le lander européen, donc lander, l'alunisseur européen de l'Agence spatiale européenne, prêt pour la fin de la décennie et y aller avec Mauna Luna. On a vu les photos d'hier soir hein, sur Monaco Info après avoir dévoilé ce nouveau rover lunaire. Sa force, c'est quoi? C'est ce bras articulé, cette façon de se mouvoir encore une fois, au-delà des températures et ces nouvelles roues. Ça allait chercher, ça allait creuser cette terre? Juste, donc par une mobilité étendue, vous savez, sur la Lune, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, donc les roues hyper flexibles peuvent aller sur des sols très meubles, et grâce effectivement aux bras télécommandés, on peut déposer sur la Lune ce qu'on appelle chez nous des cube moon pour faire des expériences, pour aller détecter la radioactivité comme elle est à tel ou tel endroit, et comme vous dites aussi, effectivement, creuser pour analyser qu'est-ce qui se passe en profondeur. Du transport évidemment, même pour les humains, pour les astronautes, sera possible en cas d'un danger ou quelqu'un qu'il faudra rapatrier, ça sera possible avec Mauna Luna. Exactement. Mauna Luna, donc en rover quand même massif, hein, on l'a dit, 750 kg, c'est pas rien. Donc il y a la capacité sur sa partie coffre, on va dire, de transporter un astronaute en détresse. Hein. Donc on précise bien, il n'est pas fait pour transporter des astronautes en tant que tels, mais pour les transporter en détresse. On a parlé de 2026, on parle de 2030 pour Mauna Luna. Et quand on écoute hier Gildo Pastor, le grand initiateur, bien sûr, l'entrepreneur monégasque qui est à l'origine de tout Venturi, on a l'impression qu'on se projette déjà, je vais très vite hein, peut-être, mais sur Mars. Alors oui, vous avez entendu depuis quelques mois du côté américain, on pousse très très fort pour aller sur Mars. Du côté aussi d'agences, on va dire agence plus qu'agence privée, de privé d'y aller. Donc Elon Musk en premier. Donc de notre côté, Venturi Space et surtout par l'initiative de Gildo Pastor qui voit toujours plus loin. C'est le cas de le dire. Je pense que c'est un euphémisme de dire que Gildo voit plus loin. Donc dès qu'il entend une opportunité. Voilà, on s'est mis au travail pour présenter aussi un rover qui est décliné du Flex pour des activités martiennes. Et je tiens à préciser, si vous le permettez, pour Mars, c'est beaucoup plus facile de faire un rover pour Mars que pour la Lune. C'est quoi, c'est la température Oui, c'est avant tout les températures et les radiations. Donc sur Mars, il y a une atmosphère qui est tenue. C'est à peu près 600 fois moins que la Terre. Mais la grande différence, c'est vraiment les variations de température. La température la plus faible qu'on trouve sur Mars, c'est moins 132 degrés. La plus faible de la... Oui. Et en général, on a une moyenne d'à peu près moins 50 degrés. Donc avec technologie même terrestre, on pourrait assez bien, on va dire, fonctionner sur Mars. Vous voyez, si on a quelque chose pour la Lune, c'est très simple, le déposer sur Mars. Ce sera plus simple de décliner, effectivement, cette nouvelle invention comme Mauna Luna. Encore une fois, on lui souhaite le meilleur avec son expédition à venir en 2030 sur la Lune qui est pas très loin de nous, ce petit satellite tout là-haut qu'on voit, hein, qui s'éclaire complètement ou juste avec un croissant. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir pour dévoiler ce nouveau projet de Venturi. Mille merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Retour en principauté avec la suite du 64e Festival de télévision de Monte-Carlo. Et à quelques heures des délibérations de la cérémonie de clôture, une de nos équipes a pu rencontrer Gabriel Lazur, membre du jury fiction, chargé d'attribuer pas moins de 6 naves d'or, dont la meilleure création et le prix spécial du jury. Ils ont également échangé avec Laura Restelli-Brizard, la présidente du prix Hamad, l'association fondée en 1963 par la princesse Grâce de Monaco, qui s'engage depuis toujours en faveur de la protection des enfants. On a des séries, donc on a vu à chaque fois le premier épisode d'une série.
Et en général, ils font 3/4 d'heure chacun. Et après, pour les unitaires, nous avons eu 3 films différents. Il y en a qui durent 1h30, il y en a un qui a duré 2 heures, bon, ça dépend. Et c'est vrai qu'ils sont tous très différents. On a eu droit à une grande diversité. Déjà, ils viennent de pas mal de pays différents, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de Scandinavie, je crois. Et puis donc, qu'est-ce qu'on recherche? Ça dépend, on a plusieurs prix à remettre. Donc, par exemple, le prix de la création, ça va être quelque chose sur aussi l'originalité dans la facture, dans la manière de fabriquer la chose, le point de vue. Voilà, évidemment, on est toujours intéressé par le sujet. Aussi, on n'est pas dans le documentaire, bien sûr, mais même au niveau fiction, c'est intéressant quand même de voir s'il y a des sujets qui nous concernent plus aujourd'hui que d'autres. Et voilà, les acteurs, bien sûr, on est nombreux aussi, les acteurs dans le jury, donc il y a toujours aussi ce point de vue-là sur le jeu d'acteur. Même pour les prix qui ne concernent pas forcément l'acteur ou l'actrice, mais on regarde ça aussi. Il y a plein de choses qu'on regarde. Le visuel, comment c'est fabriqué, le montage, le rythme. Et sur une série, évidemment, on doit faire attention à voir qu'est-ce qui donnera envie de voir la suite, quoi. Est-ce que nous-mêmes, en tant que public, on aimerait bien voir les épisodes qui suivent, quoi. Ça a été un choix très difficile parce que toutes les œuvres étaient remarquables. Ils touchaient les enfants, donc on était très heureux. Il y en a une en particulier qui a retenu notre attention parce que c'était justement lié à ces programmes. C'était le sujet de la perte d'identité des enfants qui sont déportés et que, dans ce sens, ils sont détachés de la famille et ils peuvent avoir un nouveau état civil. Et donc, on a considéré que ce film était très rigoureux dans son approche. Le message était très fort. Et en même temps, c'était fait d'une façon réalistique, mais sans voyeurisme. Et à travers des témoignages des enfants même, des institutions internationales, des experts, des réseaux sens. Voilà, donc c'est notre choix, difficile, mais finalement c'est celle qui nous a plus touchés. Et toujours dans le cadre du festival, comment raconter une histoire vraie avec la puissance d'un scénario de fiction? Voilà la question posée au cœur d'une masterclass exclusive. À leur direction, sans plus tarder, la salle Genevois pour assister à cette rencontre exceptionnelle avec Tom Jennings. Vous le connaissez peut-être. Il est le producteur américain à l'origine de Derrière l'étoffe des héros, paru en 2020 sur Disney+. Léa Dutrouille et Lionel Bernardi étaient sur place. Dans la salle Genevois du Grimaldi Forum, Tom Jennings, maître dans l'art de raconter le réel, a partagé son expérience lors d'une masterclass à la fois technique et inspirante. À travers ses nombreux documentaires diffusés sur les grandes chaînes américaines, il s'est imposé comme une référence du storytelling factuel, capable de transformer l'archive en émotion pure sans jamais trahir la vérité. I start with curiosity, me personally. Because I was a journalist before making documentaries, in a way the world fascinates me. I'm always curious about what may be out there. If I see something that seems a bit strange or odd, I want to know more and ask why. And I hope that my instincts and the instincts of my development team are such that what interests us may interest viewers in general. Aux côtés de Christine Stasiowski, modératrice de la rencontre et responsable des programmes internationaux à l'Université de Kent State, il a détaillé les clés d'un récit efficace, structure narrative, rythme, construction des enjeux, mais aussi intuition et sens du détail. However, a very senior editor at one point told me something very profound, and I think he was right. This was long ago. He said, 1,000 novels have died in newsrooms, meaning you get so caught up in being a journalist that you forget the initial dream of being a novelist. But for me, that transformed itself into making documentary films, which to me are now my novels, even though they're documentaries and non-fiction. Une leçon de rigueur et de passion où le producteur cherche à faire comprendre que derrière chaque documentaire marquant se cache un immense travail d'écriture et une vision profondément humaine du réel.
Comme chaque été, le Théâtre du Fort-Antoine accueille différentes représentations. Pour animer cette grande période estivale, la programmation 2025 a été enfin dévoilée entre théâtre et musique. On vous en dit plus dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Une nouvelle saison s'écrit au Théâtre du Fort-Antoine. Le mois de juillet sera rythmé avec 3 soirées théâtrales et une soirée réservée aux jeunes talents. Un festival tout public et toute génération. Les Talents du Fort, c'est une scène qui est ouverte à la jeune génération, à la fois en danse et en musique. Nous allons initier les soirées théâtrales avec un spectacle spécial pour enfants et qui, de ce fait, commencera non pas à 21h30 mais à 20h. Ensuite, dans les soirées littéraires, nous avons aussi opté pour une soirée lecture avec Charles Berling qui lira La carrière d'un navigateur du prince Albert Ier. Et enfin, on retrouvera aussi un auteur qui a été récompensé ici en principauté puisqu'il s'agit de Carole Martinez qui avait été récompensée avec le prix de la découverte par la Fondation Prince-Pierre avec Cœur cousu. Et là, nous retrouvons une adaptation de son roman Le domaine des murmures. Un festival de théâtre mais aussi de musique avec 4 concerts prévus cet été. Nous commençons par Sarah Cole, qui est une chanteuse de jazz américaine qui va revisiter l'American Songbook. Sanseverino, que tout le monde connaît. Jean-Charles Papy, qui est un chanteur corse, puisque ça devient une tradition maintenant. Chaque année, nous avons nos amis corses, et cette année, c'est lui. Et nous terminons par du jazz et du classique avec Thomas Senko. L'idée, c'est la variété musicale sur l'ensemble des concerts. C'est pas vraiment un festival thématique. Aussi bien sur le théâtre que sur la musique, c'est un choix très large. Une programmation qui donne envie. Pour rappel, l'entrée est gratuite, mais la réservation est conseillée. Direction enfin la rue des Lilas, où la compagnie Florestan peaufine les tout derniers détails de sa prochaine création théâtrale, intitulée Jean III ou l'irrésistible vocation du fils Mondoucet. Léa Dutrouille et Camille Caloni ont pu assister aux répétitions loufoques de la troupe. Dans une salle discrète, les planches prennent vie. C'est ici que la compagnie Florestan répète sans relâche sa nouvelle création, Jean III ou l'irrésistible vocation du fils Mondoucet. Entre satire du pouvoir et théâtre de l'absurde, les personnages s'agitent, s'affrontent et questionnent les relations père-fils. La mise en scène volontairement dépouillée laisse place à l'essentiel, le texte, les corps et les regards. Cette pièce pourrait faire laisser penser à une mise en abîme, comme l'année dernière avec Silence on tourne, pièce qu'on a montée de Patrick Audecoeur, où dans Silence on tourne, c'était du cinéma dans le théâtre. Cette fois-ci, c'est du théâtre dans le théâtre. Et on a essayé vraiment de mettre en évidence cet amour qui nous lie tous pour le théâtre. Sous l'œil attentif du metteur en scène, chaque geste se précise, chaque silence devient signifiant. Les comédiens, au nombre de 11, cherchent l'équilibre entre rigueur et folie, une matière vivante en perpétuelle construction, car leur tâche n'est pas simple, savoir jouer un comédien qui n'a supposément aucun talent. Je joue le rôle d'un acteur très expérimenté qui s'appelle Lambrequin. La première partie de la pièce, je joue mon rôle en tant qu'acteur dans les coulisses, et la deuxième partie, à la fin de la pièce, je deviens le personnage que j'incarne, en l'occurrence le roi, dans le rôle de Jean III qui est le roi. Je me reconnais complètement dans ce personnage totalement égocentrique, narcissique, orgueilleux, imbu de sa personne, écrasant, et je suis la tête de la troupe. Je suis le régisseur général. C'est, on va dire, un rôle où on essaye de sauver la pièce un petit peu, quoi, parce qu'à la base, on a un comédien qui est malade, donc j'essaye de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et puis, voilà, je suis un peu le lien entre tout le monde, quoi. Je me suis dit, va falloir trouver quelque chose, parce que le texte en lui-même, comme ça, a l'air un petit peu, on va dire, un petit peu lent, un petit peu... Je dirais pas fade, parce que c'est vachement bien écrit, mais donc il fallait trouver quelque chose pour justement mettre en valeur le texte. Et puis non, surtout que le public s'amuse autant que nous sommes amusés pour la travailler, pour la monter. Première prévue les 20 et 21 juin prochains, 20h30, mais ce soir c'est encore l'heure des répétitions, des doutes et de la passion. Et avant de retrouver votre météo pour les heures à venir en compagnie de Marie Bonnet-Blanc, comme le veut la tradition, on termine ce journal
par les instantanés du jour, avec les répétitions ce matin au Stade Louis II des Carabiniers du Prince, juste avant leur départ vers le Japon pour la Journée nationale de Monaco. Et ce sera au cœur de l'exposition, bien sûr, exposition universelle à Osaka. On le rappelle, la date, le 28 juin prochain. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve pour notre part demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur le temps de demain. Le soleil va continuer de nous accompagner avec des températures toujours aussi élevées. 27 degrés dans la matinée et puis dans l'après-midi, le thermomètre affichera jusqu'à 29 degrés. Ça sera l'occasion de souhaiter une très belle fête aux Léonces. Et puis en ce 18 juin, ce sera la journée mondiale de la gastronomie durable. L'objectif de cette journée, sensibiliser sur la provenance des ingrédients, la façon dont ils sont cultivés et puis la manière dont ils arrivent dans nos assiettes. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.